Le planif. Ici, chaque dollar est une pièce de collection façonnée avec art et précision. Préparez-vous à pénétrer un univers où l'argent ne dort jamais. Il maîtrise l'art de transformer vos investissements en or. Le balado, le planif. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue au balado Le Planif. Encore une édition rafraîchissante, enrichissante. Vous allez en apprendre des choses. On va commencer immédiatement pour vous parler des entreprises privées. Certains se disent, à la bourse, là, pour faire de l'argent rapidement, il faut y aller dans les petites sociétés ou encore investir dans les compagnies qui viennent d'entrer en bourse. Mais, il y a un grand mais, c'est que de plus en plus, il y a de moins en moins de compagnies qui font des introductions en bourse qu'on appelle des IPO, les offres initiales. Là, quand on veut entrer sur le marché boursier. On se souvient, il y a quelques années, c'est Facebook qui entrait sur le marché. Il y a eu Twitter, il y a eu Tesla, puis ça a été des coups de circuit. Alors, on rêve au prochain Tesla, au prochain Apple de demain. Le hic, c'est que bien des compagnies se financent maintenant à partir de fonds privés et n'ont pas besoin de la bourse. Et ces sociétés-là, dont le public aimerait devenir actionnaire, ben, on n'y peut rien. On ne peut pas entrer dans le capital à moins d'utiliser des fonds privés, de passer par un courtier en valeurs mobilières qui a accès au marché privé par le biais de fonds ou d'investissements directs. Par exemple, les plus grandes sociétés privées, les plus valorisées du moment, ben, vous les avez, c'est SpaceX avec 350 milliards en valorisation. On le sait parce qu'il y a des deals qui se créent presque à toutes les semaines. Il y en a qui entrent et qui sortent du capital. C'est comme ça qu'on voit le prix. OpenAI, c'est le géant d'intelligence artificielle derrière ChatGPT. ByteDance, qui est un géant asiatique qui est dans les réseaux sociaux en Chine, mais aussi derrière TikTok et beaucoup de jeux vidéo. 300 milliards là aussi. Stripe, une application qui permet des transactions financières via le numérique. Shein, qui est dans le commerce en ligne avec des vêtements à très bas prix. Vous avez Databricks, Anthropic, ces deux sociétés évaluées toutes deux à 62 milliards qui sont aussi dans des outils d'intelligence artificielle et de dernier Revolut, qui est une application financière, 45 milliards. Ces sociétés-là, il y a moyen déjà d'y investir avant qu'elles ne deviennent peut-être publiques un jour par le biais de fonds privés. Et oui, il y a des gens qui vont connaître des coups de circuit. Au Québec, il y a des gens, et j'en connais, qui possèdent des actions de SpaceX, mais ça passe sous le radar. C'est une façon de s'enrichir à long terme, mais encore là, il faut que ça convienne et il faut être patient. Le balado, le planif. Maxime Houd, notre invité, est directeur senior gestionnaire de portefeuille placement thématique chez IA Gestion mondiale d'actifs. Bonjour Maxime. Bonjour Fabien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Écoute, c'est la première fois au balado. C'est un plaisir de pouvoir venir discuter avec toi aujourd'hui. Moi, je voulais t'entendre davantage suite à une présentation récente que tu as faite sur l'innovation technologique qui est un moteur de la croissance, mais surtout, il y a un potentiel de rendement à long terme extrêmement puissant, puis tu as été convaincant là-dedans. Qu'est-ce qui t'allume dans l'innovation? En fait, quand je regarde la performance du marché américain sur les 15 dernières années, puis on peut même remonter avant ça, mais pour moi, dans les nouvelles cette année, avec tout ce qui s'est passé avec l'administration Trump, on parlait de la fin de l'exceptionnalisme. Puis mon travail, c'est vraiment d'analyser des compagnies, puis j'ai regardé sur une base là, de croissance des profits, qu'est-ce qui s'est passé. Puis qu'est-ce qu'on a vu, c'est qu'on a passé, si on regarde l'économie américaine, d'une économie où on devait faire beaucoup d'investissements pour avoir de la croissance, à une économie que j'appelle, désolé l'anglicisme, mais asset light, où ce que les marges des compagnies, à cause de l'adoption technologique et de la croissance du secteur technologique, a grandement augmenté. Et en fait, elles ont plus que triplé, ce qui a fait en sorte qu'on a eu une très forte accélération de la croissance des profits dans les 15 dernières années. Puis en fait, si vous regardez, la croissance des profits du marché américain, des compagnies américaines, était fortement plus élevée que n'importe quel autre secteur et marché dans le monde, principalement puisque les leaders technologiques et les compagnies qui ont su commercialiser les changements technologiques étaient des compagnies américaines. Puis c'était des marchés qui n'existaient pas. On ne payait pas avant pour le streaming sur Netflix. On n'avait pas de publicité en ligne. Donc, c'est des nouveaux marchés qui sont devenus énormément gros. Puis c'est des compagnies américaines qui en ont bénéficié. Donc, pour moi, c'est très important de comprendre qu'est-ce qui avait amené cette performance-là.
et de voir quel était l'impact futur. Puis ce qui est intéressant avec l'impact futur, c'est qu'on regarde, on a un pattern, je dirais, qui est assez similaire, où ce que si vous regardez actuellement OpenAI avec ChatGPT, qui est vraiment la nouvelle technologie du jour qui risque d'être très, très porteuse pour les prochaines 5 à 10 ans et même plus. Actuellement, OpenAI a 700 à 800 millions d'utilisateurs sur une base à chaque semaine qui utilisent la plateforme. Wow. Donc, il faut être conscient que cette plateforme-là n'est pas disponible en Chine, n'est pas disponible en Russie et dans certains autres pays. Donc, on a 1/10 de la population mondiale actuellement qui l'utilise. Donc, encore une fois, c'est une compagnie américaine qui a les devants et qui a le vent dans le dos pour faire l'adoption de cette technologie. Et elle est privée. Absolument. Donc, pour que le public y participe, il va falloir peut-être une entrée initiale en bourse ou encore passer par l'entremise de fonds privés si jamais on veut investir dans OpenAI. Il y a plusieurs manières d'investir dans le secteur sans investir sur OpenAI. Actuellement, comment je segmente? Si on regarde tout a commencé en décembre 2022 où on a eu le lancement de ChatGPT 3.5 où c'était vraiment révolutionnaire. Et ce que ça représentait initialement, c'était un changement d'architecture d'ordinateur. Où initialement, on avait des microprocesseurs de type très général et on devait transformer ça vers des microprocesseurs avancés qui étaient des GPU, donc des cartes graphiques. Ouais. La raison pour ça, c'est que... C'est la technologie derrière les jeux vidéo, là. Absolument, exactement. Donc, on doit lever notre chapeau aux joueurs de jeux vidéo, car sans eux, on n'aurait probablement pas l'avancée qu'on a actuelle. La raison pour laquelle on a fait ce changement-là, c'est que un CPU fonctionne d'une manière assez linéaire. Pensez à un circuit électrique. On a souvent des circuits en série et en parallèle. Ouais. Là, on retourne à notre école. Donc, comment ça marche? Un circuit GPU, ça fait une opération. Une fois qu'elle est terminée, ça en fait un autre. Une fois qu'elle est terminée, ça en fait un autre. Un GPU, ça fait des procédés de manière parallèle. Donc, ça peut en faire énormément en même temps. Simultanément. Donc, si vous posiez une question à ChatGPT avec un CPU, avoir votre réponse pourrait prendre plusieurs heures et même des journées, versus actuellement sur un GPU, où ça prend quelques secondes. Donc, c'est pour ça qu'on a vu NVIDIA faire si bien en 2023, 2024 et 2025. C'était jusqu'à maintenant la seule compagnie qui avait des GPU qui étaient de cette puissance. De cette puissance et qui était fait pour l'intelligence artificielle. Par contre, il y a beaucoup de nuances qu'on doit considérer quand on transforme une architecture d'ordinateur d'un CPU à un GPU. Ça demande plus d'électricité. Ouais. On doit construire. Donc, pour moi, 2024 et 2025 était vraiment une révolution industrielle où on se construisait des manufactures de demain qui étaient... Le but de ces manufactures-là était de manufacturer de l'intelligence. Mais dans les entreprises qui peuvent concurrencer quelque part NVIDIA, est-ce qu'il y a Taiwan Semiconductor ou encore AMD? Quels sont les grands joueurs? En fait, jusqu'à maintenant, on avait NVIDIA qui était vraiment le leader. Puis si vous regardez entre 2022 et 2025, ils ont multiplié leurs revenus x10. Wow! Donc, c'est de loin... Tous les revenus incrémentaux qui ont été générés par l'intelligence artificielle, NVIDIA en a ramassé à peu près 90%. Taiwan Semiconductor on doit comprendre l'architecture ou du moins la chaîne d'approvisionnement des semi-conducteurs est une compagnie qui fait les microprocesseurs. NVIDIA les design, mais ne les fait pas. Donc, NVIDIA fait le design qui est très, très compliqué. Et puis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 2000? C'est que le marché s'est grandement segmenté et on a séparé le design et la fabrication. La seule compagnie actuellement dans le monde qui a encore les deux, c'est Intel. OK. Donc, NVIDIA... Il me semble qu'elle a perdu sa longueur d'avance. En fait, c'était un des grands... c'est ce qui a permis à AMD, qu'on a mentionné, de prendre un avantage compétitif sur Intel, puisque Taiwan Semiconductor était beaucoup plus avancé sur le côté foundry, qu'on appelle, donc la manufacture. Et ça a permis à AMD, dans le temps, d'être capable d'amener au marché, en se focusant sur le design, d'avoir des produits à l'avant-garde et de les amener au marché plus rapidement qu'Intel, qui a fait en sorte que si vous regardez Intel sur 20-25 ans, ça n'a pratiquement rien fait versus AMD qui a pris énormément de parts de marché. Un autre aspect par rapport à ça, c'est que quand Apple est devenu très populaire et qu'on a vu la levée du iPhone, Apple est venu voir Intel et a dit « Intel, veux-tu faire un microprocesseur pour moi? » Intel a dit « Non, je pense pas que les téléphones cellulaires vont être populaires. » Puis en fait, ils sont allés voir Qualcomm, puis Qualcomm a fait la chip. Puis ce qui est drôle dans tout ça, c'est qu'en début d'année, Qualcomm allait potentiellement acheter des
part de marché, une partie d'Intel. Donc, on a eu vraiment le revers de la médaille. Mais Ouais. pour revenir au AI, actuellement, dans les microprocesseurs de type GPU, NVIDIA est le leader. AMD est présent maintenant, mais une très petite part de marché. Mais il y a eu ils sont en train de, désolé encore l'anglicisme, mais bet the farm avec le partnership qu'ils ont fait avec OpenAI il y a 2 semaines. Et par la suite, si on pense au capitalisme pur et dur, les compagnies comme Microsoft, Amazon, Google essayent de créer leur propre microprocesseur pour éviter de payer 90% de marge à NVIDIA. Donc, entre les compagnies comme Marvell Technology et Broadcom, qui, eux, font ce qu'on appelle des silicone custom. Donc, et ces compagnies-là, comme Google, fait son propre microprocesseur qu'on appelle le TPU et l'engage Broadcom pour le faire. Donc, l'écosystème, c'est à peu près 3 à 4 joueurs actuellement. Ah, seulement? Oui. Wow. Alors, pour investir donc dans l'IA, on voit des avancées technologiques et puis, je crois là-dessus, tu as quelques exemples que tu peux peut-être nous donner de choses impressionnantes. Mais récemment, moi, ce qui m'a impressionné, c'est Sora 2 de justement OpenAI. Et c'est devenu par surprise, là, c'est atterri comme ça, présenté comme un réseau social où chaque personne y va avec sa petite biopic et il y a des vidéos qu'on peut créer à partir de son image. Moi, en quelques secondes, j'ai fait une cascade dans un escalateur à Hong Kong où est-ce qu'on me tirait dessus. J'étais en James Bond. Mais les résultats sont incroyable. On dirait qu'à portée de main, maintenant, les gens vont pouvoir créer leur propre film avec effets spéciaux et s'échanger tout ça. C'est comme un TikTok qu'ils ont créé avec des jeux virtuels, des images, des films. Absolument, en fait. Sora est jusqu'à maintenant, on aime, en termes d'investisseurs, regarder un métrique qu'on appelle le temps que ça prend avant d'avoir 100 millions d'utilisateurs. Oui, puis l'adoption. Il y a quelques années, c'était TikTok qui l'avait atteint le plus rapidement. Puis Sora est maintenant numéro 2. Numéro 1 est Thread de Meta qui avait réussi à avoir en l'espace de pratiquement une journée ou très près. Mais Sora a déjà rendu, après quelques semaines, à 100 millions d'utilisateurs. Et l'engouement par rapport à ça est énorme. Ce qu'il faut comprendre, encore une fois, quand on parle de où est-ce qu'on est dans l'intelligence artificielle, faire du vidéo génératif versus du texte, c'est extrêmement demandant en termes de force computationnelle. Jusqu'à un point, c'est quand on regarde Sora, par exemple, c'était sur invitation seulement. Ouais. Puis ils ont été obligés de calmer la croissance puisque les GPU étaient en train de fondre dans les centres de données puisqu'ils n'étaient pas capables de rencontrer la demande. Mais ça amène un aspect très, très intéressant sur justement le côté vidéo jusqu'à maintenant qu'on n'avait pas regardé où est-ce que les modèles sont multimodales actuellement. Puis d'avoir cette avancée-là, bien, ça va nous permettre d'avancer dans la robotique, dans les véhicules qui se conduisent de manière autonome et tout ce côté-là. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il y a un petit peu de pushback sur Sora parce que les gens ils disent que OpenAI se tasse un petit peu de leur aspect pour atteindre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle généralisée pour commercialiser. Mais le point qu'ils font, c'est qu'on doit faire des revenus pour être capable d'investir dans le futur. Oui, je comprends. Mais là, on est dans le divertissement avec Sora 2, mais il y a des applications très concrètes qui touchent l'agriculture, qui peuvent toucher les infrastructures carrément physiques, mais des prises de décision à tous les jours, y compris dans la gestion du trafic routier où les feux de circulation peuvent s'adapter à la présence ou non de véhicules. Puis en temps normal, ben, c'est à 3 minutes d'un bord, 3 minutes de l'autre. Mais ça va très loin, les applications. Absolument. Puis c'est à travers tous les secteurs qu'on va le voir. La chose que j'aime regarder, c'est qu'il y a eu beaucoup d'études académiques qui disaient que les gains de productivité, à la fin de la journée, qu'est-ce qui va compter sur l'intelligence artificielle ou ce qu'on doit voir le plus grand avancé sur les gains de productivité. Puis ce qui est intéressant, c'est que les études académiques, à travers tous les secteurs, s'attendaient à avoir des gains de productivité d'environ 25 Puis qu'est-ce qu'on voit jusqu'à maintenant, puis sans grande surprise, c'est le secteur technologique qui a utilisé, qui a adopté le premier, comme on voit dans toutes les technologies. Ouais. Actuellement, les gains de productivité sont en haut de 30 Donc, on est en train d'avoir des gains de productivité supérieurs à ce qu'on estimait. Puis, c'est la même chose dans l'agriculture. Si on est capable d'optimiser ou d'utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser l'arrosage, optimiser la croissance, quel type de produit on doit utiliser, quelles plantes on doit planter également. Donc, c'est des exemples qui sont tangibles qu'on est déjà en train de voir. Puis l'autre aspect qui est très intéressant quand je regarde un petit peu le gain de productivité, si je regarde le secteur technologique, cette année, ils ont déjà 100 000 mises à pied.
faut comprendre qu'ils avaient suremployé durant la période du COVID, puisqu'on a eu vraiment un boom pour l'adoption de l'info nuagique. C'est le secteur qui fait naître l'intelligence artificielle qui fait le plus de mise à pied. Puis, plus que ça, c'est très, très particulier où actuellement, la plus grande partie des mises à pied ou l'endroit où on voit le plus grand gain de productivité, c'est dans le codage. Donc, les personnes actuellement qui sont en train de créer ces modèles d'intelligence artificielle sont conscientes que, down the line, ils risquent de perdre leur emploi s'ils sont capables de créer un modèle plus intelligent qu'un humain moyen ou encore plus intelligent que la somme de tous les humains. Donc, c'est très particulier, mais c'est pour l'avancée scientifique. Il faut comprendre aussi qu'il y a un aspect très géopolitique à tout ça actuellement, où on est dans pas une guerre froide, mais une course entre les États-Unis et la Chine, puisqu'il y a vraiment, si vous parlez aux leaders de tous ces studios d'intelligence artificielle ou même les leaders dans le gouvernement, il y a certainement une vue de dire, si on atteint ce qu'on appelle l'intelligence artificielle avancée, ou du moins un modèle d'intelligence artificielle qui est plus intelligent que la somme de tous les humains, si on l'applique aux militaires, on a un avantage militaire de ce côté-là. Wow. Donc, c'est vraiment la vision, puis c'est pour ça qu'on voit autant d'investissements. Puis, d'un autre côté, ce que je trouve, c'est positif pour moi de voir qu'actuellement, cette année, 40% de la croissance du PIB brut aux États-Unis vient de l'intelligence artificielle. Donc, déjà, on prend ça énormément au sérieux, on investit beaucoup derrière tout ça. Mm-hmm. Donc, il y a des investissements directs avec des grands joueurs, OpenAI, on a parlé d'NVIDIA, il y a Oracle, mais il y a par la bande, j'imagine, toutes les compagnies qui font des sensors ou encore des caméras de détection parce que l'intelligence va prendre des décisions, mais à partir de Matrix, permets-moi l'anglicisme ici, tout ça, j'imagine, ça va nourrir la bête. En fait, il y a plusieurs aspects. Premièrement, comme je disais, le secteur industriel fait extrêmement bien puisqu'on doit construire des centres de données d'une ampleur qu'on n'a pas vue depuis du moins la Deuxième Guerre mondiale. Si je vous donne un exemple, si vous vous rappelez, à la Maison-Blanche, Sam et Larry de Oracle et Sam de OpenAI avaient fait l'annonce de Stargate. Mm-hmm. Ce centre de données est en train de se construire. Il a la grandeur de Central Park à New York. Donc, c'est massif en termes de construction. Donc, quand on parle de compagnies de l'électrification, des compagnies de générateurs, des turbines pour gaz naturel, parce que ça demande énormément d'électricité. Et du cuivre. Et du cuivre, de l'optique dans le futur, puisque l'optique enlève un peu de latency. Donc, on est en train de transitionner du cuivre vers l'optique. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de choses de ce côté-là. Et à la fin de la journée, l'intelligence artificielle, c'est des électrons. On prend de l'électricité qu'on met dans une carte graphique et ça nous permet de réfléchir, ça nous donne des réponses. Donc, on a une révolution en termes d'électricité. C'est pour ça qu'on est en train de redémarrer tous les centrales nucléaires aux États-Unis pour être capable de fournir la demande d'électricité. Une compagnie comme GE Vernova et Siemens qui vendent les turbines pour le gaz naturel ont vendu tous leurs produits jusqu'en 2030 et ne sont pas capables de remplir la demande jusqu'à maintenant. Donc, on a vraiment une révolution sur le côté énergie. En fait, si vous regardez l'an passé, la meilleure compagnie dans le S&P 500, c'était pas NVIDIA, c'est une compagnie qui s'appelait Vistra, qui était une utilité publique qui avait des centrales nucléaires. Ouais. OK. Et cette année, Palantir, qui est peut-être au sommet des rendements depuis le début de l'année, elle touche aussi. Absolument. Puis ça, c'est un autre aspect qui est très, très intéressant. Puis surtout pour un gestionnaire de portefeuille comme moi, c'est quand on regarde à terme ce que va nous permettre de faire l'intelligence artificielle. Actuellement, quand on regarde les logiciels, c'est soit tu vaux zéro puisqu'on est capable de te remplacer par l'intelligence artificielle ou soit tu l'as adapté puis tu es vraiment un leader. Palantir, jusqu'à maintenant, est probablement une des compagnies qui est le plus en avant avec ce qu'ils sont capables de faire sur l'intelligence artificielle. Puis, qu'est-ce qui est très, très particulier, c'est l'adoption de ces compagnies-là actuellement, où on est capable d'avoir un retour sur investissement qui est très, très rapide. Palantir va vous faire un démo, va venir voir votre CFO, va faire un démo, puis va tangiblement être capable de vous dire, je vais vous faire sauver tant d'argent dans les prochains mois juste en implémentant. Okay. Juste en se connectant sur la base de données. Ce sont quoi? Ce sont des consultants d'intelligence artificielle pour transformer des entreprises existantes? En fait, ils refont tout la topographie de connexion de base de données et ils sont capables d'optimiser à partir de ça de la prise de décision en utilisant l'intelligence artificielle par-dessus. Puis c'est ce qui permet d'amener des gains à travers une transversale sur une entreprise.
D'accord. Une autre compagnie qui est en train de très, très, je vous dirais, qui est dans le camp des gagnants, un joyau canadien est Shopify. Shopify est en train de très, très bien se positionner. Ils ont fait un partnership pour que tous les vendeurs ou les marchands qui utilisent Shopify vont être capables de vendre à travers OpenAI. Puis OpenAI est en train de se positionner pour devenir un petit peu la plateforme de base. Hein? De base. On va avoir le commerce, on va pouvoir payer sur la plateforme. Puis sans grande surprise, il va avoir de la publicité numérique qui va arriver sur la plateforme d'ici 6 mois, c'est certain. Ah oui, qui va être totalement adopté, transformé et mis vraiment à la mesure de celui qui visualise. Là. Absolument. Même chose qu'on voit sur Facebook, même chose qu'on voit sur TikTok et sur Google. Et ce qui est très, très intéressant, c'est justement la transformation que Google est en train d'avoir, où ce que, quand vous pensez ce qui était Google, c'était la porte d'entrée sur l'archive de données qui est l'Internet. Ouais. Et pour la première fois, puis pendant plusieurs années, Google était vu comme la meilleure compagnie dans le monde. Des marges presque à 100%, revenus de publicité qui continuaient à croître, qui étaient très durs à déloger. Puis là, tout d'un coup, on a ces chatbots-là avec OpenAI qui arrivent puis qui sont en train de les déranger. Mais puis c'est pour ça que vous avez vu que si vous vous connectez actuellement sur Google, on a maintenant les AI Overview, puis on peut même on devrait voir à terme les 10 liens bleus pratiquement disparaître et seulement avoir un chatbot sur ce côté-là. Bien, quand on pose une question maintenant à Google, c'est Gemini qui répond en premier. Exactement. Et ça a dû faire tomber le trafic Internet mondial. Exactement. Puis ça, c'est très, très important parce que c'est pas assez discuté, mais pour les entreprises, c'est un changement qui est significatif. Puisque l'économie digitale, comment ça fonctionne, à la fin de la journée, c'est du trafic. On doit avoir du trafic sur notre page web pour soit faire payer un frais mensuel pour avoir accès, ou si on a du trafic, ben, je suis capable de mettre de la publicité. Puis c'est comme ça que je fais des revenus. Oui, donc ça prend du trafic. Exactement, absolument. C'est vraiment le nerf de la guerre de l'Internet. Ouais. Par contre, ce qui se passe actuellement, c'est que si tu fais une recherche et que le AI Overview de Gemini donne la réponse, tu ne vas pas cliquer sur le lien bleu où est-ce qu'on va chercher cette réponse-là. Donc, le trafic est déjà en baisse d'une manière significative. Puis ça a des impacts sur beaucoup, beaucoup de campagne marketing pour être capable d'aller chercher de nouveaux clients. Donc, puis le revers de la médaille, c'est que puisque ces modèles-là utilisent de l'information sur ces sites web, bien, on a eu des poursuites entre Anthropic et Reddit, puisque Anthropic utilisait beaucoup de réponses de Reddit et Reddit, maintenant, va devoir se faire payer un frais de ce côté-là. Donc, l'économique de l'Internet est en train complètement de faire un 180. Ah oui, c'est quand tu parles de disruptive ou de bouleversement majeur, c'est ce qu'on a partout parce que ça arrive de tous bords, tous côtés. Le consommateur est aussi tiraillé. Absolument. Puis il se demande s'il ne se fait pas manipuler aussi dans ses choix. Mais j'y vais avec une question sur ton propre travail. Est-ce que l'intelligence artificielle influence tes décisions d'achat de titres dans les fonds comme le Clarington d'entreprises dominantes canadiennes et l'innovation thématique? Il ne prendra pas de décision pour moi, puisque l'intelligence artificielle est très, très bonne pour aller chercher de l'information, mais il est encore un petit peu en retard, ou du moins pas du niveau d'un humain ou d'un analyste, pour voir les tendances de marché, puis faire ce qu'on appelle le forecasting, donc émettre des hypothèses sur le futur. Donc, un peu comme des fois l'investisseur autonome, il accorde toute son importance au rendement passé. L'intelligence artificielle regarde dans le rétroviseur. Exactement. Donc, c'est un très bon outil si je veux apprendre sur une nouvelle industrie, une nouvelle compagnie, de m'amener up to speed d'une manière très, très rapide et je vais sauver pratiquement 10 à 15 heures juste en interagissant en parlant avec lui pour apprendre, creuser sur des sujets. Ouais. Par contre, pour faire une analyse complète, ça reste mon travail, puis il aide, mais la décision finale revient toujours à moi puisqu'il y a encore un petit peu trop d'erreurs. Mais la chose que je dis toujours, c'est que le modèle d'intelligence artificielle que vous utilisez aujourd'hui est le pire qu'il va être dans le futur. Okay. Donc, il va continuer à s'améliorer. C'est la même chose pour Sora. Ouais. Sora est le pire qu'il va être actuellement puisqu'il ne va que s'améliorer. Ben oui. Puis ce sont les utilisateurs qui vont l'améliorer, qui vont nourrir encore là l'intelligence artificielle. Ouais. Impressionnant, vraiment. Le balado, le planif. La question du beau-frère.
Notre question du beau-frère, ça vient de Marc-André de Lachine. Il dit ceci. Mon beau-frère croit que nous sommes dans une bulle spéculative des technologies sur l'intelligence artificielle. Il a vendu toutes ses actions et il a acheté des parts du marché monétaire. Est-ce que c'est la bonne chose à faire? Écoute, je vais le segmenter en deux parties. Je vais adresser le côté de la bulle, mais la première chose que je dirais, c'est d'essayer de timer le marché. Oui, c'est ce qu'il essaie de faire, là. Exactement. Puis il y a des preuves tangibles à maintes et maintes reprises qu'on ne devrait jamais faire ça et qu'on devrait seulement continuer à investir périodiquement et qu'on va battre n'importe quelle personne qui time. Même si on time le marché parfaitement, on va faire plus de rendement si on investit d'une manière périodiquement. Et la réalité, c'est de timer le marché parfaitement. Si vous réussissez à le faire, les chances sont que vous allez aller en prison parce que vous avez de l'information que vous ne devriez pas avoir. Donc, le problème avec essayer de se retirer complètement et de rentrer, c'est que c'est bien beau se retirer, mais quand allez-vous être en mesure de prendre la décision de rentrer? Je vais vous donner un exemple. On a vécu avril cette année. Oui, 2025. 2025. Le jour de la libération. Exactement. Et de la chute brutale. Bien, quand le marché a touché son creux, c'était au pire. Le sentiment était au pire qu'il pouvait être. OK. Puis, les chances sont que la majorité des gens étaient encore en train de vendre à ce niveau-là parce qu'ils se disaient que ça allait encore s'empirer et que tout était mauvais puis qu'il fallait quitter les États-Unis à 100%. Et si vous avez manqué le tweet de Trump qui a fait monter le marché de 10%, ça fait extrêmement mal sur votre performance. Ouais, donc, ce timing-là est très, très pratiquement impossible à faire. Et donc, sur la première partie de sortir, je le déconseille toujours. Donc, il y a un adage qui dit « Le temps dans le marché bat timer le marché » et je pense que c'est vrai. Sur la question de la bulle, ce que je dirais, c'est que quand on regarde les années 2000, vous allez peut-être vous rappeler du terme dark fiber, donc la fibre noire. Mm-hmm. La raison pourquoi on l'appelait comme ça, c'est vraiment figuratif, parce qu'on mettait de la fibre optique dans le sol qui n'était pas utilisée, en se disant, on va créer du supply, puis la demande va venir. Ouais. Actuellement, n'importe quel centre de données qui est mis sur pied, et la journée qu'on met la switch à on, 100% des GPU dans ces centres de données-là sont utilisés. Okay. L'an prochain, ils vont l'être également. Alors, la bulle, c'est peut-être quand ce n'est pas utilisé, mais dans ce cas-ci, il en manque. En fait, c'est exactement ça. C'est qu'actuellement, on construit du supply puisqu'on n'est pas capable de rencontrer la demande, qui est à l'inverse de ce qui s'est passé dans les années 2000. Et l'autre aspect, quand on parle d'une bulle, généralement, on doit avoir énormément de leviers financiers puisqu'on mettait de la fibre dans le sol en émettant de la dette. Oui, c'est de l'argent emprunté. C'est de l'argent emprunté. Actuellement, il y a très peu d'argent qui est emprunté. Si vous regardez, les attentes sont pour qu'on investisse 1,5 billion de dollars dans les 5 prochaines années. Puis probablement que ça va être révisé à la hausse si vraiment on a le succès qu'on s'attend avec les modèles. De cette partie-là, la moitié va venir des flux de trésorerie des grandes capitalisations technologiques américaines. Et une autre partie va venir de OpenAI lui-même. Donc, il n'y a pas énormément de levier dans le marché pour l'instant. Par contre, il y a beaucoup de discussions sur l'économie circulaire, où ce que NVIDIA investit dans OpenAI et OpenAI, avec ça, va acheter des chips de NVIDIA. Ce que je dirais par rapport à ça, c'est qu'il faut être conscient que NVIDIA va générer pratiquement 500 milliards d'argent dans les 5 prochaines années. Et NVIDIA ne peut rien faire avec cet argent-là. Ils peuvent faire un dividende, ce qui n'est pas dans leur ADN. Ah. Ça ne fait pas beaucoup de sens qu'ils fassent un rachat d'actions, mais ils ne peuvent certainement pas acheter de compagnie. Ils ne peuvent que réinvestir et puis créer. Exactement. En 2020, ils ont essayé d'acheter une compagnie qui s'appelle ARM. Ouais. En 2020. Donc, la compagnie était 12-13 fois plus petite qu'elle était et se sont fait bloquer. Mm-hmm. Donc, de penser qu'aujourd'hui, NVIDIA peut acheter une compagnie, ils ne peuvent pas, et ils dorment sur de l'argent. Donc, la manière de le faire, c'est qu'ils vont essayer de financer cette construction-là, puisque, de un, c'est bénéfique pour eux. Bien sûr. Mais ils savent que OpenAI en a besoin. Puis, de l'autre côté, c'est un bon investissement pour eux actuellement d'investir dans des compagnies privées, puis c'est la seule chose qu'ils peuvent faire. Donc, oui, il y a un petit peu d'économie circulaire. Est-ce que je suis content de ça? Non, mais je comprends le raisonnement. Puis, c'est pas un niveau. C'est très, très minime pour NVIDIA ce qu'ils ont investi. Donc, c'est très, très tôt pour
appeler ça une bulle. Est-ce qu'il va y avoir de la volatilité liée au sentiment? Parce que le sentiment actuellement est très, très positif. Est-ce qu'on pourrait avoir une correction? Ouais. C'est certain. Mais je pense que l'adoption est encore très, très tôt. Et la croissance, on est probablement dans la 2e-3e année d'une période. Quand on a une croissance circulaire ou un thème circulaire comme ça peut durer 5 à 10 ans, donc il est très, très tôt. Puis à la fin de la journée, oui, ça se peut qu'on construise trop qu'on a de besoin, mais à terme, on va l'utiliser. Même principe qui s'est passé, si on regarde dans la bulle, même si on a eu beaucoup de compagnies qui ont fait faillite, même si on a eu une énorme... La bulle Internet début des années 2000. Oui, exactement. Ouais. Même si on a eu une énorme correction de marché, actuellement, la fibre qu'on a déployée dans le sol, on l'utilisait à 100%, puis l'Internet est devenu beaucoup plus gros que ce qu'on s'attendait qu'il devienne. Maxime, merci. C'est passionnant comme sujet. C'est sûr, on va te réinviter. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Le balado, le planif, le planif. Dans l'angle mort, avec Isabelle Bérard. Ce qui a été déroutant en 2025, c'est qu'à peu près toutes les nouvelles faisaient monter la bourse, même les mauvaises. Parce qu'on peut expliquer, je sais pas, moi, les résultats financiers de telle entreprise sont formidables. La bourse monte, sont tirés, par exemple, par Nvidia. Mais des fois, c'est des mauvaises nouvelles. La bourse monte quand même. Comment on se l'explique? Oui, c'est sûr, ça peut sembler très paradoxal, voire même illogique. Là. Puis on l'a vécu tout récemment. Les États-Unis ont annoncé le plus faible nombre de nouveaux emplois là, en 10 mois. Ouais. Puis le jour même, la bourse a monté en flèche. Donc, c'est très, très paradoxal. Évidemment, qu'est-ce qui explique tout ça? Bien, il faut comprendre que les marchés vont anticiper qu'est-ce qui va se produire dans le futur. Donc, dans ce cas-ci, moins d'offres d'emploi, bien, ça envoie un signal que l'économie est en baisse. Si l'économie est en baisse, ça veut dire qu'il va y avoir moins de pression sur l'inflation. Oui. Et s'il y a moins de pression sur l'inflation, ça veut dire que la Fed va possiblement être plus encline à abaisser ses taux dans un avenir plus ou moins rapproché. Et ça, les investisseurs aiment ça. Mais c'est pas tous les investisseurs. Il y a des investisseurs amateurs qui ont peut-être interprété ça comme une vraie mauvaise nouvelle et qui ont vendu en début de journée, alors que le reste de la journée a tiré les marchés vers le haut. Oui, c'est possible, mais le marché boursier est beaucoup influencé par les gros investisseurs, les caisses de retraite et tout ça. Puis une baisse de taux d'intérêt, une anticipation d'une baisse de taux d'intérêt, c'est très puissant. Donc, ça stimule la consommation et l'investissement. Ça veut aussi dire que les entreprises vont pouvoir emprunter à plus faible taux. Et ça veut aussi, ça va rendre les actions plus attractives que les obligations qui, elles, performent moins. Donc, oui, ça génère une espèce d'enthousiasme. Ouais. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés boursiers ne sont habituellement pas réactifs, mais ils vont anticiper ce qui va se produire dans le futur. On dit que le décalage est peut-être de 6 mois dans certaines circonstances. Effectivement. Donc, le fait de baser nos décisions d'investissement sur une nouvelle qu'on entend à la télévision, ben, ça peut être complètement irrationnel par rapport à ce qui se passe réellement sur le marché. Donc, il ne faut pas se laisser influencer par les nouvelles qu'on entend. Puis, l'inverse peut être tout aussi vrai. Des fois, on entend des super bonnes nouvelles, une entreprise qui a connu d'excellents résultats, mais finalement, ça peut quand même faire chuter la bourse. Donc, ce qu'on veut dire aux gens ici, c'est qu'on ne peut pas contrôler l'inflation, on ne peut pas contrôler les taux d'intérêt, on ne peut pas contrôler non plus les conflits géopolitiques, mais on peut contrôler la structure de notre portefeuille, la diversification de notre portefeuille, les liquidités qu'on possède pour nous rassurer en cas d'imprévu, là, notre fonds de prévoyance, et notre discipline au niveau de l'épargne et au niveau du rééquilibrage. Et si vous n'êtes pas certain de pouvoir gérer vos émotions lorsque vous entendez des bonnes ou des mauvaises nouvelles, bien, faites-vous accompagner par un professionnel qui va être objectif et qui va gérer non pas par émotion, mais avec stratégie. Très bonne recommandation. Le balado, le planif, le planif. Ça se termine comme ça. Vous avez des questions et des suggestions, vous pouvez m'écrire fm@fabienmajor.com. C'est l'adresse Internet facile à retenir. Salutations et remerciements à l'équipe de Cube Studio pour la production, montage et les installations. Vous pouvez les contacter pour tous vos besoins. Écrivez tout simplement à pub@commercialcube.ca.
pub@cube.ca. Ce balado est disponible en vidéo, en audio sur l'application et le site cube.ca, ainsi que sur toutes les autres plateformes de podcast et sur YouTube. Le balado Le Planif est aussi disponible, diffusé à la radio et télé sur la chaîne Cube les samedis à midi et dimanches à 19h. Ici Fabien Major. À bientôt.